Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le ministre de la Santé poursuit ses rencontres à Genève en marge de la 71e Assemblée mondiale. Et les forces armées djiboutiennes, tout corps confondu, mènent des opérations de nettoyage après les pluies diluviennes. Et dans l'actualité internationale, migration, nous allons nous rendre en Algérie. Voilà, donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Et nous entamons cette édition par cette annonce. Fatouma Ahmed Dimbil, donc, comme vous le savez, n'est plus. Cette voix d'or de la chanson djiboutienne s'est éteinte donc à jamais dans la nuit de mercredi à jeudi dernier dans un hôpital en Turquie suite à une longue maladie. À l'annonce de son décès, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a rendu à la défunte artiste un vibrant hommage, la qualifiant d'icône de la lutte pour l'indépendance. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que des funérailles nationales seront organisés pour rendre un dernier hommage à la diva Fatouma Ahmed Dimbil. Le corps de la défunte doit être rapatrié et sera inhumé à Djibouti selon le président de la République. Feu Fatouma Ahmed Dimbil a en effet contribué énormément à la sensibilisation et à l'endoctrinement des Djiboutiens pour une prise de conscience dans la lutte contre le colonialisme. À travers ses chants lyriques et autres gabay ou barambour, l'artiste a fait frissonner en effet plus d'un, notamment dans ce fameux chant où Fatouma Ahmed fustige les Européens de s'appeler des démocraties tout en réduisant en esclavage d'autres peuples du continent africain. Aucun artiste n'aura donc réussi à marquer de la sorte cette époque noire de l'histoire de notre pays. La diva djiboutienne réussissait en effet à faire pleurer toute l'assistance dans les gradins du théâtre des Salines où elle se produisait avec le groupe Ga'an Ma'an. À Genève, cette fois-ci, c'était dans les titres, en marge de la 71e Assemblée mondiale de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Merouki, accompagné des hauts cadres de son département, a poursuivi sa série de rencontres avec les partenaires techniques et financiers de son département. Il a notamment conduit des réunions de travail avec le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, avec lesquels il est convenu, après discussion, d'une diminution significative de la deuxième tranche du remboursement réclamé à la République de Djibouti. En effet, le montant a été revu à la baisse, passant de 3 338 208 $ américains, soit à 792 999 $, soit une réduction de 2 595 209 $, 77% du montant initial, équivaut donc à 461 947 200 francs Djibouti. La République de Djibouti, par la voix de son ministre, a précisé que ce montant ferait l'objet d'un règlement définitif dans les jours à venir. Le ministre de la Santé a également signifié au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme le souhait de voir des institutions nationales assurer à nouveau et dans les plus brefs délais la gestion pleine et entière des subventions octroyées à Djibouti. Des opérations d'évacuation d'eau stagnante sont en cours dans les artères de circulation de la capitale, ainsi le nettoyage des ordures qui jonchent le long des routes et des quartiers populaires de la capitale. Ces opérations ont mobilisé des professionnels de la protection civile et des représentants des forces de l'ordre. Ces opérations ont mobilisé des opérations de nettoyage de détritus qui jonchent certaines routes et même dans les quartiers de Djibouti afin d'enlever l'insalubrité. C'est ainsi que toutes les forces de l'ordre ont été mobilisées, que ce soit la police, la gendarmerie, les forces armées djiboutiennes, les pompiers, les gardes-côtes et la marine nationale ont dû se retrousser les manches afin d'aider les sinistrés. Une délégation avec à sa tête la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, s'est rendue dans les différents sites afin de constater ces endommagements, d'investissements au plus torrentiels qui se sont abattus sur la capitale et les régions de l'intérieur. C'est ainsi que toutes les forces de l'ordre de Djibouti, comme vous pouvez le voir sur ces images, se sont retroussées les manches afin d'aider la ville. Et c'est ainsi que les dégâts matériels se traduisent par de nombreuses habitations totalement ou partiellement endommagées.
Suite aux intempéries de samedi dernier, donc 19 mai, qui ont provoqué l'inondation de près de 16 établissements scolaires dans la capitale, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mobilisé tous ses moyens pour le travail d'assainissement et de nettoyage de l'ensemble des écoles touchées. Pour nous en parler, donc, Hussein Aouled, bonsoir. Bonsoir. Alors, Ahmed. quelles ont été les différentes actions ou opérations menées par le ministère, Hussein? Oui, donc effectivement, Ahmed, les MENFO a bénéficié de l'appui technique des agents de la protection civile, mais aussi du concours du secrétariat d'État chargé des affaires sociales et du ministère délégué à la décentralisation. L'UNICEF a également apporté un soutien financier conséquent dans cette mission. L'entreprise Cosmes a pour sa part mobilisé des motopompes pour l'évacuation des eaux et l'assainissement des écoles de la plaine Arhiba, Al-Houria, le collège d'Ambouli et les ligues qui ont nécessité beaucoup plus d'efforts et de moyens. À ce jour, donc, les agents de la maintenance du MENFOP effectuent les derniers nettoyages dans les salles de classe et les cours d'école pour lesquels puissent accueillir les élèves le dimanche 27 mai 2018 pour l'examen de l'OTI de 5e année. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mohamoud, tient à adresser donc ses sincères remerciements à ses collègues, Mouna Ousmane Aden et Hamadou Mohamed Arami, respectivement secrétaire d'État aux affaires sociales et ministre délégué à la décentralisation pour leur soutien lors de ces travaux d'assainissement des écoles, collèges et lycées. Il remercie également donc le colonel Mohamed Moussa, directeur général de la protection civile, pour son soutien constant et sa disponibilité à tout moment. Donc Moustapha Mohamed Mohamoud adresse par ailleurs une motion spéciale de remerciement et de reconnaissance à Madame Janabou Mahandé, représentante de l'UNICEF à Djibouti, pour son soutien technique et financier. Jusqu'à mardi soir, 20h30 vers 21h du soir, je pense, et l'équipe avait terminé. Quand même, alhamdoulilah, ils ont réussi. Voilà, vous voyez déjà la cour, elle est toute sèche. L'équipe s'est réunie encore hier et puis ce matin aussi pour continuer le nettoyage. On a déjà nettoyé les salles, les tables. Maintenant, on est dans la cour. On est en train de nettoyer les fenêtres et les portes. Et les couloirs ont été balayés, même lavés. Et il nous reste encore à ramasser les quelques détritus que l'eau a laissés. Et nous espérons que, Inch'Allah, ce dimanche qui vient, on va assurer que tout sera OK. Inch'Allah, de la part d'Allah, on attend l'aide d'Allah pour que ça se réalise. L'OTI finalement, ce dimanche qui vient. Nos équipes sont sur le terrain depuis ce jour-là, du ministre au plus bas de l'échelle, la personne qui est placée, c'est-à-dire le gars. Éducation toujours, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité une cérémonie de clôture d'un atelier de formation en littérature francophone africaine au profit des formateurs et conseillers pédagogiques. La directrice générale Aïcha Farah, accompagnée du directeur de la formation, des innovations pédagogiques et du partenariat, a présidé donc la clôture de cet atelier de formation qui a été dispensé par Virginie Brinker de l'Université de Bourgogne. L'objectif de la formation a été de transposer des didactiques de l'étude de certaines œuvres ou certains extraits de textes littéraires francophones d'Afrique. La directrice générale a félicité les participants pour leur sérieux et assiduité durant cet atelier de formation et a remercié l'experte à cette occasion. Aïcha Farah El-Tiré a recommandé aux formateurs de mettre en pratique quotidiennement les acquis de cette formation. L'experte formatrice Virginie Brinker a ajouté que le groupe de participants a fait preuve d'un très grand professionnalisme durant cette semaine et que tous les objectifs ont été atteints. La cérémonie de clôture a vu la remise d'attestation de participation aux formateurs et conseillers pédagogiques. De l'université de Montpellier et de Bourgogne, là, les deux universités. Et donc, c'était une formation qui était très riche. Et nous restons toujours dans la logique de notre ministère de l'Éducation nationale qui dit que apprentissage et enseignement, c'est-à-dire c'est toujours plus de qualité. L'enseignant sera toujours un très bon enseignant s'il est formé lui-même. Et donc, c'est toujours dans cette même logique. Et nous avons beaucoup appris et donc nous encourageons tout à chacun de continuer à lire, continuer à se former pour mieux former.
Également dans l'actualité, Son Altesse Royale, le prince Faisal bin Bandar bin Abdelaziz, émir de la région de Riyad, a reçu donc mercredi dernier dans son cabinet au gouvernorat de la région de Riyad, capitale du royaume d'Arabie Saoudite, son excellence donc Diaïdine Saïd Bamakhrama, ambassadeur de la République de Djibouti et doyen du corps diplomatique à Riyad. Il était accompagné par les représentants des groupes géographiques dans le corps diplomatique accrédité en Arabie Saoudite, les ambassadeurs de l'Érythrée, de l'Oman, d'Argentine, d'Autriche, de Singapour, d'Australie et de Canada. Le doyen du corps diplomatique a présenté à l'émir de Riyad les vœux à l'occasion du mois béni du Ramadan au nom du corps diplomatique auprès du royaume d'Arabie Saoudite, et les deux responsables ont discuté donc sur plusieurs points qui intéressent les diplomates résidant dans la capitale Riyad. À son tour, l'émir de Riyad a demandé au doyen de transmettre ses salutations à ses collègues, les ambassadeurs accrédités en Arabie Saoudite. Et en ce mois béni du Ramadan, donc l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André, a organisé un iftar à Dikil mercredi dernier. Quelques 40 personnalités de la ville de l'Unité ont été donc invitées à cet événement. La cérémonie a eu lieu dans la nouvelle résidence de passage flambant neuve. L'ambassadeur André Larry donc a commencé sa tournée par une visite de courtoisie auprès du préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, qui a assuré la logistique de la cérémonie. Les discussions entre les deux responsables ont porté sur les relations entre les deux pays et le partenariat du développement entrepris dans la région. Par la suite, l'ambassadeur a rejoint les convives qui comprenaient donc des responsables religieux et coutumiers, des responsables des services déconcentrés et des hauts gradés donc d'officiers de différents corps installés dans la région de Dikil. Le préfet adjoint Youssouf Ali donc a remercié l'ambassadeur et son équipe d'avoir fait un si long chemin pour participer et partager un iftar avec les habitants de Dikil. Il a souligné que ce geste de générosité est le symbole fort d'une amitié entre les deux pays et les deux peuples. On l'écoute. Monsieur le chef traditionnel, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel et agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Dikil, chef-lieu de la région de l'Unité. Nous vous remercions également pour le futur que vous nous avez offert en ce mois béni du mois de Ramadan. Excellence, nous vous demandons à notre tour d'accepter notre invitation et je remercie de nouveau toute la communauté à qui l'ambassadeur a invité et qui ont répondu à l'invitation. Merci. Et pour sa part, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, a souligné donc que la tradition de l'iftar établie depuis le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, lequel a organisé le premier iftar officiel du gouvernement américain à la Maison-Blanche. C'était en 1805, en l'honneur des diplomates tunisiens. On écoute l'ambassadeur. De cet iftar que mes collègues, ma femme et moi organisons en ce mois béni de Ramadan. Nous suivons la tradition établie par le troisième président des États-Unis d'Amérique, Thomas Jefferson, qui a organisé le premier iftar officiel du gouvernement américain à la Maison-Blanche en 1805, en l'honneur des diplomates tunisiens. Mesdames, Messieurs, le mois de jeûne, Ramadan, est une occasion spéciale pour la prière, le recueillement et le soutien aux plus démunis. L'islam est une religion céleste pratiquée par plus de 2,5 millions d'Américains. Nos concitoyens musulmans ont contribué considérablement au bien-être de tout notre peuple. Parmi les musulmans américains les plus célèbres sont les légendes du sport, le boxeur Muhammad Ali et le basketteur Karim Abdul-Jabbar. La société américaine bénéficie des contributions de nos scientifiques musulmans, comme le lauréat du prix Nobel de chimie, Ahmed Hassan Zewail. On note aussi qu'au moins 10% des médecins aux États-Unis sont des musulmans. Dans le monde politique, on trouve M. Keith Ellison, un musulman de l'État de Minnesota, élu en 2007, et André Carson, un musulman de l'État d'Indiana, élu en 2008 au Congrès américain. Le musulman américain El-Hajj Malik El-Shabazz était parmi les militants des droits de l'homme les plus influents.
Et par la suite, l'ambassadeur et son équipe se sont rendus donc dans la journée d'hier au jardin maraîcher à la sortie de la ville de Dikil. La délégation a fait halte donc au jardin du célèbre autodidacte en agronomie, en l'occurrence donc Djama Guedi, c'est le père donc de l'agriculture dans cette région semi-aride que la délégation a rencontré. Un donc véritable pionnier qui a transformé donc les dunes rocailleuses en un oasis verdoyant. L'ambassadeur a félicité donc l'énergie de ce passionné. Il a exhorté donc à transmettre cet amour de la terre à la jeune génération, ce que Djama Guedi n'a pas manqué de noter. L'ambassadeur donc a exprimé le rôle et la place de la communauté musulmane, laquelle a contribué énormément à la civilisation universelle dans le domaine de la science, de la médecine, de la littérature, de l'architecture, des arts, du commerce et dans bien d'autres secteurs. Toute l'humanité a profité de ces réalisations inspirées par l'islam, a-t-il dit. Le diplomate américain a terminé donc sa visite en introduisant l'imam de la marine américaine, le commandant Abu Hina Saiful Islam. Ce dernier a rappelé donc l'universalité de la religion musulmane qui inclut les autres religions dans les 5 prières de la journée. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde, donc avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Alors nous allons parler de l'épidémie Ebola. Médecins sans frontières est en première ligne en Afrique, Samatar. Effectivement Ahmed, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Il est trop tôt pour savoir quelle est la direction va prendre l'épidémie. Sur place, les équipes du Médecins sans frontières répètent les gestes de protection en cas d'exposition au virus et surtout continuent de faire la pédagogie. Je pense qu'il est très important, a-t-il déclaré, expliquer que cette maladie explique comment éviter cette maladie, peut se laver les mains, éviter de toucher des patients qui vomissent, et cela doit être fait non pas par des personnels internationaux, des grands messages radio, mais en travaillant réellement avec les communautés et avec les leaders de la communauté. L'OMS espère vacciner 10 000 personnes d'ici la fin du mois de juin, un vaccin expérimental qui pourrait casser la chaîne de contamination. En 2017, la RDC, rappelons-le, avait été touchée par Ebola, rapidement circonscrit. Il avait fait 4 morts, Ahmed. Nous restons toujours en Afrique, ce matin, mais cette fois-ci dans le nord. L'Algérie refute tout abus lors de l'expulsion des migrants subsahariens. Effectivement, Ahmed, le gouvernement algérien a dénoncé hier les accusations d'ONG contre une campagne d'arrestation arbitraire des migrants d'Afrique subsaharienne et des expulsions contraires au droit international dans ces pays. Plusieurs ONG, Ahmed, algériens, dont la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, des militants syndicalistes et les membres de société civile ont signé mi-mai un appel « Nous sommes tous des migrants ». Ils dénoncent une campagne généralisée, arrestation arbitraire suivie d'expulsions collectives et massives visant les migrants d'Afrique subsaharienne expulsés sans aucune décision de justice au risque de leur vie. Dans un communiqué, le ministre algérien des Affaires étrangères a fustigé une campagne malveillante orchestrée par certaines organisations non gouvernementales qui accusent à tort l'Algérie et de faillir à ses obligations internationales, Ahmed. Et ce matin, toujours dans l'actualité internationale, l'Union européenne veut agir sur l'ensemble de la scène internationale. Effectivement, Ahmed, une nouvelle fois, les annonces du président américain se sont invitées dans les débats européens. Après l'aluminium, l'acier, Donald Trump menace désormais d'imposer de nouvelles taxes sur l'importation des voitures. Cette annonce, Ahmed, intervient alors que les représentants du secteur industriel européen sont réunis à Bruxelles. Pour le ministre belge des Affaires étrangères, 2 voies sont désormais possibles. Selon Didier Reynders, une expansion des taxes sur les produits européens permet de relancer des négociations positives avec les États-Unis, notamment dans le domaine commercial. Dans le cas contraire, Ahmed, les responsables belges estiment que l'Europe va devoir prendre des mesures pour se défendre. On ne peut pas accepter purement et simplement une sorte d'agression secteur par secteur, ont-ils exprimé. Et enfin, Samadar, direction donc le continent américain, au Canada notamment, explosion d'une bombe dans la ville de Mississauga. 2 suspects sont en fuite pour le moment. Effectivement, Ahmed, une explosion criminelle a eu lieu aujourd'hui matin dans un restaurant indien, une ville située à une trentaine de kilomètres de Toronto au Canada. On compte une quinzaine de blessés, dont au moins Ahmed, 3 sont dans un état critique. On indique les secours, ils ont été transportés à l'hôpital. La police provinciale d'Ontario affirme que 2 hommes ont été vus en train de déposer un engin explosif artisanal dans l'établissement, Ahmed. Merci Samatar pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.